à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission d'Auteur à Auteur et nous allons aborder des éléments de sagesse à partir de la sagesse bouddhiste, la sagesse, qu'est-ce que je dis, la sagesse bouddhiste et avec mon invité que j'ai la joie d'accueillir qui s'appelle donc Charlotte Cruz et qui a écrit un livre et on va en parler de Cheminer vers le bonheur avec Bouddha donc aux éditions Animae. Alors, bonjour Charlotte, déjà pour commencer, et bienvenue dans mon Bonjour émission. Patricia. Bonjour et merci de m'accueillir dans ce bel espace d'échange. Alors Charlotte, en lisant un peu ta bio, j'ai vu que tu étais une grande voyageuse et que tu t'es beaucoup imprégnée de la culture tibétaine. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu quelques mots de ce pourquoi toute cette approche culturelle de ce côté-là du monde? Ouais, bah avec plaisir. Alors, j'ai jamais été au Tibet, déjà, pour mettre les choses au clair. J'ai longtemps vécu à Dharamsala. Alors, Dharamsala, c'est une ville au nord de l'Inde. C'est un territoire qui a été donné par le gouvernement indien aux Tibétains pour accueillir tous les réfugiés. Et c'est aujourd'hui, je pense, enfin, j'en suis intimement convaincue, l'endroit du monde où on peut le plus s'imprégner de la culture tibétaine puisqu'elle est laissée libre et qu'elle n'est pas censurée comme à l'intérieur des frontières du Tibet actuellement. Et comment je me suis retrouvée là-bas? Bah, il y a pas de hasard, même si ça ressemblait vraiment à une coïncidence sur le coup. Moi, je vivais en Irlande, j'ai passé 6 ans à découvrir cette île merveilleuse. Et un jour, j'ai répondu à une annonce d'emploi pour travailler pour une agence de voyage spirituel et chamanique à Dharamsala. Et moi, un de mes rêves d'enfance, ça a toujours été de rencontrer le Dalai Lama. Je ne sais pas pourquoi, parce que même encore aujourd'hui, je ne suis pas bouddhiste, j'ai pas pris refuge, mais j'avais envie d'aller voir ce qui se passait par là-bas. Et quand je voyais tout ce que je voyais sur le Tibet, les sourires de ce peuple qui a pourtant beaucoup souffert, j'avais l'impression qu'il y avait comme des clés du bonheur qui pourraient m'aider, moi, dans ma vie d'occidentale quotidienne. Et du coup, j'ai répondu à cette annonce un peu par hasard. J'ai été prise encore plus par hasard. Et j'ai pris mon sac et je suis partie toute seule à New Delhi, prendre le bus pour monter à Dharamsala. Et une fois que j'y avais goûté, ben, je devais y rester 3 mois et j'y suis restée 12 mois au final. Et c'est là-bas aussi que j'ai rencontré mon amoureux, qui est mon compagnon d'aujourd'hui, qui a illustré le livre. Et voilà, que toute ma vie d'aujourd'hui s'est déclenchée sur les contreforts de l'Himalaya là-haut. Comme quoi, c'est intéressant de pas résister finalement à un appel. Et parce que c'est toujours intéressant, moi je trouve quand quelqu'un répond à un appel, qu'est-ce qui t'amène la confiance en fait? Qu'est-ce qui te fait dire oui, c'est vraiment là où j'ai à être ou à aller? Ben moi, dans mon cas, c'était pas, c'est vraiment là qu'il faut que j'aille. C'était, je peux plus rester là où je suis. En fait, dans mon processus de vie, j'ai très souvent changé de pays, de compagnon, de travail, de continent. Et du coup, j'avais un peu fui la France après une aventure à Paris où pourtant j'avais travaillé à la télé, tout se passait très bien, mais j'arrivais plus à être à Paris. J'avais l'impression que ma vie, elle était OK, mais que j'étais en train de passer à côté d'une vie splendide et que dans notre incarnation humaine, on avait ce droit-là. Et pourtant, à l'époque, j'étais pas du tout spirituelle. Le mot incarnation humaine ne serait jamais sorti de ma bouche à ce moment-là. Mais pour une première fois, j'ai fui en Irlande et j'ai reconstruit ma vie là-bas. Et au bout de 6 ans, j'ai eu la même sensation de me dire, bah, je suis retombée dans mes travers, je suis en train de, alors je vais dire un mot qui est pas très beau, mais pourtant c'est vraiment ce que je sentais, de m'encrouter, enfin de m'empâter dans l'endroit où j'étais. Et je savais que je pouvais plus rester là. Et voilà, et j'ai ouvert cette page en me disant, tiens, le Dalai Lama, on va regarder s'il n'y a pas des trucs là-bas. Et il se trouvait qu'il y avait une annonce qui cherchait une Française pour faire de la com à Dharamsala. Donc ça a plutôt été, j'ai jamais été attirée par une destination plus qu'une autre, surtout l'Inde où je m'étais promis de jamais y aller parce que j'étais pas prête à me confronter à la souffrance et à la pauvreté. Mais c'est vraiment un appel du cœur à ne plus rester là où on est. Et à chaque fois, c'est la porte qui s'est ouverte en premier sur laquelle je me suis engouffrée dans un élan de survie presque. Et c'est toujours très bien tombé. J'ai eu de la chance. Mmh. Oui, c'est intéressant ce que tu ramènes parce que parfois c'est plutôt l'appel en se disant oui, c'est là, puis il y a une réaction. Et là, ce que tu nous amènes, c'est ben je veux plus être là où je suis et je prends la première chose qui arrive et qui me semble correspondre à quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment les deux aspects finalement. Ouais. Et puis, il faut faire attention à ce qu'on souhaite parce que ça, la vie me l'a appris.
Quand on émet un souhait, un vœu à l'échelle de l'univers, il répond. Il répond tout le temps, pas toujours de la manière dont on attendrait, mais ça répond toujours. Et du coup, même après mes 12 mois en Inde, je sentais que ma place n'était plus là et qu'il fallait que je rentre, mais j'ai jamais voulu rentrer en France. Et pareil, par une coïncidence, je me suis retrouvée au Pérou à faire soi-disant un site internet que j'ai jamais fait, puis à travailler pour des curandera là-bas, à traduire les savoirs, à assister pendant les séances de cérémonie avec les plantes maîtresses. Et puis au bout d'un moment, pareil, le Pérou, je sentais que j'avais fait le tour, ça m'avait nourri et je voulais pas rentrer en France et je savais pas où aller avec mon compagnon. Et c'est là que je suis tombée enceinte et que la vie m'a dit, bah, en fait, si tu vas redéménager, reconstruire une vie, une famille à trois. Donc voilà, l'univers a toujours répondu à mes demandes, pas toujours de la manière dont aussi douce et aussi simple dont je m'attendais, mais en tout cas, si on laisse aller, il y a forcément la réponse dans des signes corrélateurs. Mmh. Alors, ton livre, en fait, tu retraduis des éléments, des enseignements de sagesse d'un personnage qui s'appelle, j'espère que je vais bien le prononcer, Geshe Lakdor, C'est ça. c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir partager ces enseignements? Eh ben, en fait, la première fois que j'ai rencontré le guéché, c'était lors d'une conférence qui donnait d'1 heure et en fait, c'était l'agence de voyage pour laquelle je travaillais qui m'avait envoyé faire la conférence, pour écrire un article et nourrir, le site internet, les programmes et le blog. Et quand la conférence est finie, je me suis retrouvée dans un état en me disant: «Mais en fait, c'est ça, c'est exactement ça que je suis venue chercher ici». Et cette frustration que ça ait duré qu'1 heure et qu'il y ait pas eu tant d'échanges, donc eu envie d'en savoir plus. Et il commençait un enseignement sur 5 jours, sur la méditation en pleine conscience et le bonheur, quelques semaines après. Donc on s'est inscrit avec toute l'équipe de Français, qui vivaient, là-bas et qui travaillaient pour cette agence. Et hem et au bout du 4e jour, j'étais complètement transformée par ce qu'il me racontait. Ça m'a touchée en plein cœur. J'avais l'impression, que c'était les clés à tous les problèmes de l'humanité et c'était la première fois qu'on m'expliquait qu'en fait, en se concentrant sur mon bonheur et en étant ce qu'on appelle ici en Occident égoïste et qui est très mal vu et qui pourtant pour moi aujourd'hui est essentiel, en me remettant au centre, je pouvais changer le monde. Et c'était la première fois qu'on me donnait cette responsabilité et cette possibilité. Et donc j'ai su que j'allais l'écrire et que j'allais en faire un livre. Mais j'avais peur de travestir ces propos ou en tout cas de les mâchouiller à travers mon interprétation et de pas les rendre dans l'authenticité parce qu'il y a toujours un filtre humain, je suis humaine, hein, et donc on vient apposer, nos calques dessus. Et donc à la 4e session, j'ai écrit une lettre à la main en anglais et j'ai été la donner à la fin du cours au guéché. Et dans cette lettre, je lui ai expliqué mon intention d'écrire un livre et je lui ai demandé s'il était d'accord de m'aider à le faire pour que le message passe de la manière la plus pure et moins tortillonnée possible. Et donc il a accepté et s'en est suivi, bah, presque 6 mois de rencontres avec lui pour, affiner les traductions. Parce que c'est un livre que j'ai écrit en anglais en premier à ses côtés. Mmh. Et donc, c'était aussi un gros challenge que d'écrire dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Et donc, on a Ouais, pas travaillé ensemble jusqu'à avoir cette version, simple, puisque le but, c'était de faire un livre qui soit très facile à lire et accessible à tout le monde. Ça parle pas du tout des textes bouddhistes, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est très actuel. Et donc, on a fait 100 réflexions, 100 pages et 100 petites étapes pour avancer mmh. vers le bonheur. Et donc, quand on a vérifié que tout fonctionnait bien, voilà, exactement. Ça, c'est un livre illustré, donc en plus, il y a un côté agréable et ludique à lire. C'est des tout petits Ouais. passages qui permettent en fait de pas avoir à faire un effort, de concentration énorme et qui montrent que le bonheur, il est accessible avec des tout petits pas. C'est pas des pas de géant, chaque tout petit pas nous rapproche de ce bonheur durable, qui fait un peu défaut dans nos sociétés. Et donc du coup, voilà, il a accepté de m'accompagner. On a coécrit ce livre et puis après, bah, je suis partie au Pérou, j'ai eu ma fille, j'ai eu mon expérience de maman. Il a fallu presque 5 ans avant que je me relance dans la traduction française, de ce premier livre que j'avais écrit en anglais, puis que je le propose, chez Animae Le Duc et que ça soit pris et que maintenant, voilà, le livre prend son envol et je suis très fière et très heureuse d'en être, à discuter de ce projet avec toi aujourd'hui, Patricia. Ah, super Charlotte. Alors c'est vrai que quand on parle de bonheur, chacun peut y mettre une définition, une compréhension qui lui est propre. Donc, issu de ces enseignements et de ton expérience, qu'est-ce que tu mets toi sous le terme bonheur? Alors, ce qui est mis sous le terme bonheur dans Cheminer vers le bonheur, hein, le livre, on parle ici d'un bonheur durable. En fait, c'est un bonheur qui est un état d'esprit, un état d'être qui est constant et qui ne subit pas les hauts et les bas
de la vie. Ça se rapproche un peu de la notion d'équanimité, pour celles et ceux qui connaissent un peu ce terme-là, qui est de ne pas s'engager dans les hauts et les bas de la vie. Et le bonheur durable, c'est quelque chose qui est ancré en nous, alors sur lequel il faut lutter pour le maintenir, parce que ça dépend aussi de nous de maintenir cet état, mais c'est l'opposé des plaisirs fugaces. En fait, aujourd'hui, en Occident, on a tendance à vraiment venir accumuler l'expérience de plaisir immédiat, venir faire fonctionner la dopamine dans le cerveau. Alors, ça peut passer par le chocolat, la surconsommation, les écrans, enfin, les addictions, tout un tas de pratiques où on va venir chercher le bonheur immédiat. Sauf qu'en fait, on monte et puis on redescend tout de suite après. Et cette conception du bonheur durable telle qu'elle est dans le livre, c'est un bonheur où on va monter crescendo, mais une fois qu'on est là-haut, ben on y reste. Et du coup, en fait, ça apaise toutes nos relations et ça apaise tout notre rapport au monde et surtout à nous-mêmes. Parce que dans ce bonheur durable, il y a évidemment de la bienveillance, il y a de la compréhension qu'on va appliquer aux autres. Mais comme tout commence par soi, ben on commence déjà par être bienveillant avec soi. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup citer qui est un mantra que m'a offert le Geshe Lagdor et qui est dans le livre et qui pour moi résume toute la démarche. Ce mantra, il est très très simple, je vais vous le donner aujourd'hui. Je promets de ne jamais rendre mon esprit malheureux. Écrivez-le, posez-le sur votre miroir, sur votre table de nuit, sur votre bureau. Je promets de ne jamais rendre mon esprit malheureux. Le bonheur durable, c'est ça. C'est de ne pas s'auto-infliger un malheur et d'accepter de vivre dans cet état de bonheur constant et d'accepter l'idée que c'est possible et qu'il existe cet état-là. Parce qu'il faut aussi y croire. Et oui, c'est ça, c'est pas juste avoir la pensée et l'idée, mais c'est une pratique en fait qu'on peut inclure dans sa vie et surtout ce qui des fois est le plus dur pour les gens, c'est de se dire OK, là je vais mal, mais j'arrive pas à enclencher quelque chose qui va faire que je vais aller mieux. Qu'est-ce que Ouais, tu proposes dans ces cas-là? ça, c'est l'idée d'être responsable. Comme on explique dans le livre avec le Geshe, non seulement on a le droit au bonheur, mais on a le devoir d'être heureux. Parce que dans cette incarnation humaine, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, notre conscience, notre capacité de réflexion, de mise en lien, encore plus aujourd'hui avec Internet, l'accès à des savoirs, mais qui étaient complètement inaccessibles avant, on a tous les outils pour trouver le bonheur. Alors après, il y a autant de chemins vers le bonheur que d'humains. Et c'est pour ça que dans ce livre, c'est en aucun cas une méthode pour arriver au bonheur. C'est un chemin, et derrière, c'est à vous de faire vos expériences. D'ailleurs, le Geshe disait tout le temps, et il a commencé son enseignement, et je crois que c'est ça qui m'a le plus séduit, en disant « Ne croyez pas ce que je vous dis, mais entendez ce que je vous dis, allez expérimenter et voyez ce que votre corps et votre cœur répondent aux expérimentations. » Et c'est ça qui est super beau. Donc, si vous êtes vraiment dans une partie de votre vie où c'est compliqué, il y a besoin de mettre un coup de talon, vous êtes au fond et vous n'arrivez pas à trouver en fait l'outil, ben, pour moi, la base, c'est de se poser avec soi-même. Alors, ça peut être la méditation, parce que c'est une pratique qui est la plus facile à développer. Il n'y a besoin de rien, c'est gratuit. Vous pouvez méditer si vous n'avez jamais médité de votre vie. Dans le livre, on explique des petites méditations guidées, etc. Sur le site, j'ai des liens avec des vidéos gratuites, traduites aussi. Juste le fait de se poser en vous, peut-être qu'en fait, va émerger ce dont vous avez vraiment besoin. Et peut-être que ce dont vous avez vraiment besoin, c'est pas du tout quelque chose d'énorme auquel vous pensez. Par exemple, hier, moi, j'étais pas très bien. Je donne un exemple concret. Et j'avais mal au ventre et j'avais envie de rien faire et je comprenais pas parce que c'est le mercredi, la journée avec ma fille où normalement je suis pleine d'énergie et là, j'avais pas envie. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai été me poser et j'ai écouté mon corps et en fait, il avait besoin d'être lavé. Et j'avais envie de prendre une douche, de me laver les cheveux, de me couper les ongles, d'aller pouponner. Donc, j'ai pris 1 heure dans ma journée et tous mes symptômes ont disparu. Mais simplement, c'est parce que j'ai écouté ce qu'il y avait vraiment à écouter. Et j'avais pas besoin de chocolat, j'avais pas besoin de regarder un film, j'avais pas besoin d'aller m'acheter une nouvelle veste. J'avais simplement besoin d'écouter mon corps et de le chouchouter. Et en fait, quand on est vraiment au fond et qu'on n'a pas d'idée, qu'on a l'impression d'avoir des murs partout autour de nous et qu'on va jamais s'en sortir, la première chose à faire, c'est d'arrêter. Arrêtez tout. Prenez une journée, prenez 1 heure selon ce que vous avez la capacité de prendre et posez-vous en silence, sans aucune distraction autour et écoutez. Écoutez-vous. Et là, en fait, votre réponse, elle va sortir toute seule. On a déjà tout en nous. Les livres comme j'ai écrit, comme celui que tu as écrit, en fait, ça vient réveiller des savoirs. Mais notre corps, il sait, il a besoin de personne. Juste des fois d'un petit coup de pouce pour dire, ah, ça, tu l'avais oublié, ou relis ça, ça va te faire du bien. Comme ce mantra, je promets de ne jamais rendre mon esprit malheureux. Et quand vous êtes vraiment mal, demandez-vous, est-ce qu'il n'y a pas une part de vous-même qui rend votre esprit malheureux? Avec des pensées récalcitrantes,
où on va macérer la pensée, on va revivre des situations. Et si c'est le cas, on arrête, stop, on reste en silence dans sa tête, on se concentre sur sa respiration, sur un point, sur une flamme, quoi que ce soit qui permette d'arrêter le brouhaha mental et de laisser émerger la vraie voix du cœur qui amène au bonheur. Oui, c'est un chemin vraiment on retrouve ces idées-là, donc qui sont d'une grande sagesse, c'est de stopper ce mental qui à un moment va boucler pour vraiment réussir à descendre dans le cœur. Alors c'est vrai quand on y arrive, on est content, hein, contente et on se dit waouh, ça y est, j'y suis, mais des fois c'est pas si évident que ça. Et dans les idées, alors entre autres, j'en ai pris quelques-unes hein, dans le livre. Euh, Justement, il y a une partie qui dit enfin, c'est important de défocaliser son esprit de l'objet de la pensée ou de l'objet du désir. Donc, comment on peut faire ça, enfin, dans ce que tu proposes par rapport au livre ou à ton expérience? En fait, il faut comprendre comment on fonctionne. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment fascinée parce que j'ai un master en communication publique et politique. Moi, j'ai fait Sciences Po et mon métier, ça devait être d'écrire les discours des hommes politiques. J'ai jamais exercé là-dedans. J'écris autre chose. Mais ce qui m'a toujours fascinée, c'est que qui est-ce qui connaît les mécanismes de pensée des humains le mieux? Qui est-ce qui sait quelle pensée va actionner une action? Qui est-ce qui sait quelle émotion va nous donner envie de faire une action? Ceux qui savent le mieux, c'est les politiciens, les publicitaires et les commerciaux. Et donc c'est là en fait où on a une responsabilité de reprendre notre propre connaissance. Donc ça commence par comprendre comment on fonctionne. Savoir que par exemple on a 70 000 pensées qui traversent notre esprit chaque jour, que ces 70 000 pensées, il y en a à peu près 20% pardon, qui sont les mêmes que hier. C'est les pensées de survie. Qu'est-ce que je mange? Est-ce que le chat a mangé? Où est-ce qu'est ma fille? Que le reste, il y a à peu près 60% même plus. 60% des pensées, elles sont négatives. Et c'est celle-là qu'on vient nourrir en permanence. Et en fait, du coup, au final, il nous reste 10% de pensées positives. Et le mécanisme, c'est de comprendre à quel moment j'ai des pensées positives qui émergent. Qu'est-ce qui fait émerger une pensée positive? Est-ce que c'est d'aller en nature? Est-ce que c'est de passer un moment avec mes amis? Est-ce que c'est de faire un câlin avec ma fille? Qu'est-ce qui va faire émerger la pensée? Et on l'écrit, on se fait un petit journal des pensées positives. Et au bout d'un moment, on va réussir à identifier qu'est-ce qui me rend heureuse et qu'est-ce qui nourrit mes penchants négatifs et plutôt des pensées affligeantes en français. Et quand on aura réussi à identifier ça, on va pouvoir comprendre comment notre mécanisme fonctionne. Par exemple, tout le monde dit, voilà, il faut marcher en nature. Moi, la marche, c'est quelque chose qui me bloque. Et si j'essaie d'aller marcher en nature, ça vient tout de suite nourrir mon autosaboteur qui va dire, ah, tu vas pas y arriver, tu vas être la dernière, et le groupe, il va se moquer de toi, et ça l'enclenche. Maintenant que j'ai identifié ça, si je veux aller balader dans la forêt, j'y vais seule. Parce que je sais que ça me coupe ces pensées par rapport au groupe. Et en fait, c'est tout simplement parce que je me suis étudiée. Donc, étudiez-vous. Comprenez votre mécanisme. Faites du journaling, écrivez. Là, je suis pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah, là, j'ai eu envie de faire telle action qui est plutôt négative. Ou là, j'ai eu une réaction avec une personne qui était violente. Qu'est-ce qu'elle m'a dit avant? Qu'est-ce que c'est venu toucher en moi? Et en fait, au fur et à mesure, vous allez comprendre votre mécanisme de pensée. Et votre esprit, au lieu de vous dominer, de vous contrôler, d'avoir plaisir immédiat, qui en plus coûte très cher et sont souvent destructeurs, en fait, il va tout simplement prendre l'habitude de se dire, ah, oula, si je vais dans cette pensée, je sais que derrière, il y a un acte négatif qui va arriver. Alors que si je vais dans ce côté-là, je sais que derrière, je vais avoir du plaisir. Et donc, en fait, c'est du plaisir sécrété par notre propre mécanisme de pensée. Et là, c'est à utiliser sans modération, il n'y a pas de contre-indication, ça coûte pas d'argent et c'est quelque chose de très porteur. Donc, le conseil, c'est analysez-vous, apprenez-vous, décryptez-vous et laissez à personne la responsabilité de le faire parce qu'il y en a plein d'autres qui sont payés pour le faire, mais pas à des buts pour vous amener vers le bonheur. Oui, puis il y a cette idée de choix, c'est-à-dire, voilà, une fois qu'on a décodé ce qui se passe, c'est important de faire un choix du meilleur pour soi et pas un choix vis-à-vis de ce que l'autre pourrait penser que, etc. Parce que là, ça y est, on repart dans la boucle mentale, en fait, hein. Et se mettre en priorité. Le Geshe, il a dit un truc qui est fantastique. Il dit en premier. Alors, la première fois que je l'ai entendu, je me suis dit, cet homme est fou parce qu'il est bouddhiste et qu'il n'est pas du tout censé dire ça. Et maintenant, j'ai complètement compris, intégré, et je le dis moi-même, ce message. En premier, c'est moi. En deuxième, c'est moi. En troisième, c'est moi. Et après vient le reste. Parce que si on n'arrive pas à être bien soi-même, c'est impossible qu'on puisse rendre les gens autour de nous bien. Et généralement, on va avoir le mécanisme inverse, dire je vais me sacrifier pour que ma famille aille bien, je vais me sacrifier pour que ma boîte continue. Mais en fait, dans ce schéma-là de sacrifice, en vous mettant en deuxième plan, les gens que vous pensez aider ou les choses que vous pensez mettre au premier plan, elles ne vont pas pouvoir recevoir votre énergie.
Et c'est ce qu'on dit quand on est une jeune maman, on dit qu'est-ce qu'a besoin un nourrisson? D'une maman en bonne santé, d'une maman qui va bien dans sa tête. Elle aura beau faire tous les soins possibles, si mentalement c'est très compliqué, l'enfant va le ressentir. Alors qu'elle aura beau être épanouie et oublier de changer une couche de temps en temps ou faire deux, trois, pas erreurs, mais voilà, j'arrive pas à trouver le mot, mais inattention, Ouais. c'est pas grave. L'enfant, il va survivre et il verra que sa mère, elle est épanouie. Donc, mettez-vous en premier, vraiment. Et c'est comme ça. Et de toute façon, même Gandhi il le disait, c'est en se changeant soi-même qu'on peut changer le monde. Et cette phrase, si on la prend d'une manière vraiment philosophique sur soi, ça revient à dire en premier, c'est moi, en deuxième, c'est moi, en troisième, c'est moi. Et après, je peux aider quand moi, je suis alignée, stable, droite dans mes bottes et que je peux pas vaciller au moindre coup de vent de la vie. Mmh. Oui, ça c'est super important, Charlotte, parce que souvent, quand les gens commencent à s'occuper d'eux, il y a cet effet, de culpabilité qui arrive derrière et qui fait que tout de suite, hop, on ferme les portes et là, tu en rajoutes une couche, c'est-à-dire non seulement vous le dites une fois, mais vous le répétez une deuxième fois et encore une troisième fois. Allez, histoire de vraiment que ce de sentir que c'est vous. Mais je pense qu'il y a aussi des confusions entre ce qui est, l'égoïsme, l'individualisme et l'individualité, en fait. Ça m'évoque ça dans ce que tu ramènes comme idée. Mmh. Mais c'est complètement ça, c'est un gros mélange aujourd'hui entre, alors l'ego qui est aujourd'hui le désigné coupable de énormément de choses chez les humains, tant mieux, ça veut dire qu'on avance sur un chemin spirituel à un niveau, de l'humanité plus global. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de confusion et surtout dans des sociétés où on est de plus en plus individualiste. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans nos cultures occidentales, judéo-chrétiennes et cetera, de ce bassin culturel-là, où justement on se sacrifie pour les autres, si on regarde l'état de santé mentale de nos sociétés et l'état de santé mentale de sociétés, par exemple l'Inde ou le Pérou, ou même Bali, là où j'ai passé l'hiver, ben, en fait, c'est des gens qui n'ont absolument beaucoup moins de confort que nous et qui sont mentalement bien plus présents à eux-mêmes et au final bien plus heureux dans ce qu'ils échangent. C'est des sociétés où la famille, elle est encore à l'état de village et où tout le monde se parle. Et en fait, le lien, il est constant, il est maintenu. Alors que nous, dans nos sociétés où il ne faut pas se sacrifier, on est quand même dans un modèle individualiste poussé à l'extrême aujourd'hui, où on a des écrans devant, on a du mal à faire du lien. Il y a des associations qui sont créées pour faire du lien entre des villageois. On est obligé de faire la fête des voisins en France. Genre, en Mmh. Inde, c'est tous les jours la fête des voisins. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a eu un gros amalgame et que égoïsme, exactement comme tu l'as dit, ne veut pas dire individualisme. Et on peut être égoïste au sein d'une collectivité qu'on sert, totalement. Mais en se mettant en premier, parce qu'en fait, c'est ce que dit le Geshe, on est responsable de notre bonheur. Il n'y a personne qui peut venir prendre la main et t'emmener en enfer. Et il n'y a personne qui peut venir prendre le pied et te tirer au paradis. Ça va être à toi de faire le chemin. Mais si tu es occupé à faire le chemin pour d'autres, non seulement tu ne peux pas le faire pour eux, mais tu ne le fais pas pour toi. Et donc au final, personne n'avance. Ouais, c'est sûr. Alors, tu ramenais l'idée de justement de la spiritualité et j'aimerais qu'on échange un petit peu sur ce côté-là parce que parfois, dans la tête des gens, la spiritualité, c'est un truc ésotérique ou quelque chose où tu es obligé d'adhérer à une croyance et tout. Mais il y a notamment dans le livre, à un moment, l'idée que c'est important de faire un chemin spirituel, qu'on aille gagner des choses et en fait, en quoi la spiritualité n'est pas forcément quelque chose de religieux, mais peut être quelque chose de laïque et en quoi c'est intéressant de faire ce cheminement, de l'enclencher, qu'est-ce qu'on a à y gagner? Ben, en tout cas, on n'a rien à y perdre et pour moi, on a tout à y gagner. Mais parce que moi, dans ma définition de la spiritualité, c'est quelque chose qui est très, très large parce que, comme je l'ai expliqué, moi, je suis née donc dans une famille, catholique pratiquante. J'ai pratiqué et puis je me suis écartée. J'ai ensuite été en Inde, donc pendant 1 an, j'ai suivi les enseignements du Geshe. J'ai travaillé avec le gouvernement tibétain-indien. On a fait, 3 livres ensemble, mais j'ai jamais pris refuge, c'est-à-dire que je ne suis pas bouddhiste. Et ensuite, quand j'ai eu la chance d'aller, dans les traditions, quechua et mara au Pérou, c'est pareil, j'ai été exposée à énormément de savoir, mais sans jamais rentrer dans la religion, le mouvement ou quel que soit le nom qu'on met derrière, ou le dogme en tout cas. Pour moi, la spiritualité, c'est juste prendre ce qui peut nous apporter du bien, en conscience de ne pas faire de mal aux autres. Il y a quand même pour moi une notion dans un chemin spirituel, c'est d'arrêter de faire du mal, à soi en premier, et ensuite à la planète, et ensuite à ceux qu'on aime, et ensuite à ceux qu'on ne connaît pas, et ensuite à ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est ça, en fait, pour moi, la spiritualité, c'est se faire grandir en faisant grandir les autres, avec des outils pacifiques, sans violence, ni envers soi, ni envers les autres.
Et c'est pour ça que dans ma définition de la spiritualité, c'est très, très large et compliqué parce que j'ai été chercher, je fais du tambour chamanique, j'ai un hôtel aux ancêtres comme à Bali, j'ai ma petite statue de Bouddha qui m'aide à me concentrer, j'ai mes mandalas pour méditer, mais je fais aussi mes rituels quechua avec les plantes. Enfin, j'ai tout un tas d'outils à ma disposition et l'essentiel, c'est juste de mettre de l'énergie dans le fait d'être la meilleure version de soi-même et de faire de notre vie ici, non pas une vie ok, bien, cool, mais une vie splendide, merveilleuse, inspirante, qui vaut le coup d'être vécue, quoi. Et si à chaque journée, vous vous dites, je mène la vie que je rêvais de mener, vous avez gagné. Et moi, tous les matins, je me lève et je me dis, mais je veux pas d'une autre vie, même dans les moments les plus durs. Et on en a, hein, je veux dire, ma vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais même dans les épreuves, c'est de se dire, tout ce qui m'arrive, et ben en fait, c'est là pour m'apporter quelque chose, c'est avoir confiance dans l'univers et c'est avoir confiance dans l'amour aussi. Enfin, quand on me demande quelle est ma religion, pour moi, c'est l'amour à tous les niveaux. Mais pour moi, écrire des livres de contes pour les enfants, écrire ce livre témoignage sur le bonheur, c'est donner de l'amour. Et c'est ma manière à moi de mener ma spiritualité. Mmh. Oui, je trouve que c'est hyper important ce que tu ramènes de dire que voilà, on prend ce qui peut être intéressant ici, en tout cas qui résonne sans adhérer à un dogme en particulier, et surtout en faire quelque chose de quotidien. Donc j'aime beaucoup ton approche sur ce mot spirituel en fait. Et alors il y a une autre idée que tu ramènes, et là aussi je pense que ça peut permettre à certaines personnes de revisiter les choses parce que peut-être ça t'est arrivé qu'on te dise, ah oui, alors tu fais de la méditation, tu fais ceci, tu fais cela, donc ta vie elle doit être merveilleuse et tu dois plus avoir aucun emmerdement. Et quand tu commences à être énervé de quelque chose ou à être triste, on dit bah alors Charlotte ou Patricia, qu'est-ce qui se passe? Normalement vous faites ceci, vous faites cela. Tu vois, ça serait Ouais. intéressant de revisiter un peu ça, quoi, pour sortir de cette vision fausse, en fait. C'est pas parce qu'on fait un chemin spirituel au sens large du terme qu'on est forcément dans la béatitude du Bouddha ou de je ne sais pas quel autre personnage, hein. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ah ben carrément, mais moi j'ai beaucoup parlé avec le Geshe et le docteur Choc aussi, qui est un autre maître qui était là-bas, dont j'ai traduit les vidéos d'enseignement et de méditation. Et alors c'est très marrant parce que eux ils disaient toujours c'est très facile d'être heureux, d'avoir ce bonheur durable quand on est seul au fond d'une grotte et que les gens nous apportent à manger. Et quand on discutait ensemble, ça fait 12 mois que tu es là, tu t'as imprégné, évidemment tu as grandi, mais là où tu vas avoir les efforts, c'est quand tu vas rentrer chez toi, quand tu vas rentrer en France, dans le giron de ta famille, et que les gens n'auront pas fait ton chemin et qui vont devoir arriver avec tes changements. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant. La première fois que je suis rentrée, je suis rentrée en conquête, c'est-à-dire que je voulais diffuser, donc je suis arrivée en disant genre j'ai la solution. Je disais à mes parents, mais faites pas comme ça, il faut faire comme si, mes amis et tout. Donc là, je suis passée pour la grosse illuminée, effectivement. Et l'année d'après, quand je suis revenue, j'ai compris que le message, en fait, c'était moi d'incarner ce que j'avais envie, de plus parler, enfin de plus parler, de plus être dans la conquête. Et simplement, en fait, je vois comment c'est les gens qui font des pas vers moi et qui viennent voir en disant, ah mais t'as l'air vraiment bien. Ah mais il t'arrive ça et t'as l'air vraiment bien. Et comment ça se fait? Et du coup, on ne fait que répondre aux questionnements et ça passe mieux. Et après, sur le côté, oui, évidemment, ça c'est, on est des humains, donc on peut pas. Enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez impulsif, donc je travaille beaucoup dessus, mais il y a des fois où, voilà, hein, 2 boîtes, un travail d'artiste, une enfant de 4 ans, c'est la moitié de l'année sur les routes. Forcément, il y a des moments de tension où ça explose. Mais je pense que ce qui est important, c'est pas de se censurer ou d'être dans la culpabilité d'avoir explosé. Déjà, c'est d'aller s'excuser. C'est quelque chose qu'on fait très peu. Mais que ce soit avec mon compagnon, mes parents, mon enfant, quand ça explose, il y a toujours un mouvement, j'attends que ça passe, et de revenir et de dire je suis désolée, en parlant toujours au jeu. Par exemple, pour ma fille, je n'ai pas réussi à gérer mon émotion, ma colère m'a complètement submergée, tu as été la cible de quelque chose qui te dépasse complètement et qui me dépasse complètement. Et en fait, en s'excusant, je dis pas qu'on va annuler les faits, mais déjà on montre que la perfection, c'est pour les dieux et que nous, on n'est que des humains. Et qu'en plus, dans cette démarche de s'excuser, c'est là qu'on apprend le plus. Et le Geshe me disait tout le temps, en fait, dans la vie, c'est le temps entre l'action et la réaction. C'est-à-dire entre le moment où vous allez être blessé et le moment où vous allez réagir de manière forte pour vous défendre. Et en fait, plus on va réussir à réduire ce temps, plus on va réussir à se dire, jusqu'à réussir à anticiper et de se dire, ouf, là, il m'a fait mal, donc je vais réagir fortement, du coup, je vais m'isoler ou trouver autre chose
pour ne pas avoir cette réaction qui sort en moi. Et là, c'est quand on a vraiment atteint la sagesse. C'est quand on arrive à anticiper ces mécanismes parce qu'on se connaît et qu'on s'est étudié et que du coup, nos émotions internes, même si elles nous débordent, ne viennent pas en fait pulvériser quelqu'un en face qui n'est pas du tout la bonne cible ou même si c'est de sa faute, n'a pas mérité une telle vague. Et c'est ça. Et justement, les gens qui disent oui, bah alors comment ça se fait, toi, Charlotte, avec tout ce que tu écris, que tu cries encore sur ta fille. Mais au contraire, disons, mais on est juste humain et c'est un travail et c'est un chemin. Et que celui qui vous dise qu'il est arrivé au bout du chemin reparte au début parce que c'est un chemin continu d'une vie. Et chacune de nos débordements, si on arrive à s'excuser et à l'analyser, est une énorme opportunité d'avancer. En tout cas, Charlotte, merci beaucoup parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission. Donc, ça passe vite, hein, c'est des sujets forcément passionnants. Donc, alors, le livre, il a en plus une taille qui va tout à fait dans un sac à main, d'autant plus si on a un sac à main qui est un petit peu, voilà, un peu plus grand. Donc, comme voilà, vous le voyez, en fait, des numéros qui numérotent chaque message et puis avec des idées. Il y a aussi des exercices. Donc, je réaffiche, voilà, Cheminer vers le bonheur avec Bouddha, donc de Charlotte Cruz. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ah, Non, ok. je voulais. C'est ça, aux éditions Animae. Charlotte, si tu avais un message à faire passer à nos amis qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en conclusion pour cette émission? Eh bien, j'ai envie de leur dire que dans ce livre, Cheminer vers le bonheur avec Bouddha, il y a 100 petites réflexions. Donc, il y a 100 manières de ne jamais rendre votre esprit malheureux. Et j'espère qu'il y en aura une qui vous touchera et qui vous permettra de dérouler le fil du bonheur durable. Et bon voyage. C'est ça. Dites une grande voyageuse. Super. Merci beaucoup, Charlotte, pour ce moment passé ensemble. Merci Patricia. Et merci à vous aussi. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée au moment où vous écouterez ou visionnerez cette vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Plein d'amour pour vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne lecture, bon voyage et soyez heureux.